les décideurs que vous êtes, il y a un autre problème, c'est que nous avons compris que ce qui va se passer va en partie dépendre de ce que nous allons faire. Et comme nous ne savons pas ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas savoir ce qui va se passer. Et donc on attend. On attend de voir ce qui va se passer pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Mais comme ce qui va se passer dépend de ce qu'on va faire, ça tourne. Okay, et vous voyez que il est vrai que c'est là que l'idée de progrès nous manque. Je n'ai pas le temps de définir l'idée de progrès dans son sens le plus large. Mais en gros, quand même, croire au progrès, c'est faire l'effort intellectuel de configurer le futur à l'avance, par définition, à l'avance, d'une façon qui est crédible et attractive. Le progrès, ce n'est pas l'utopie, il ne s'agit pas de croire à un autre monde. Il s'agit de dessiner un monde dont nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Et c'est la science qui nous donne, ou la technique, qui nous donne le chemin qu'il faut suivre pour atteindre ce monde. Et il faut que ce soit attractif, parce que l'idée de progrès n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour qu'elle se réalise. Il faut travailler à la faire advenir. Pour le dire en une phrase qui reprend un autre texte de Kant que j'aurais voulu citer en entier, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Et il me semble que la décision, elle n'est pas rendue possible par le fait qu'on a des connaissances. Elle est rendue possible par le fait qu'on a une petite philosophie de l'histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on est capable de dire ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, il est plus facile de décider ce qu'on doit faire. Mais j'ai parlé de risque tout à l'heure. La notion de risque, elle est omniprésente. Il y a différents types de risques, objectifs, subjectifs, d'autres qui sont liés à l'incertitude. On a peur des risques. Bon, ça c'est une banalité que je peux dire même après avoir perdu mes notes. Mais vous voyez bien que on a l'impression qu'un risque existe par le fait qu'on est capable d'imaginer une mesure de prévention technique, législative ou autre qui permettent de le réduire. C'est un sociologue qui s'appelle David Fleming qui a énoncé ce principe inverse, comme il l'appelle, principe inverse d'évaluation des risques. Autrement dit, un risque est un risque si on est capable de penser une mesure qui permette de le réduire. Si un risque ne peut pas être réduit, c'est plus un risque, c'est une sorte de donnée de la condition humaine qu'on doit accepter parce qu'on ne peut pas la modifier. Bon, par exemple, il y a un moyen très simple de diminuer le risque lié à l'alpinisme, c'est de ne pas en faire. D'accord ? Mais vous voyez bien que cet exemple que je choisis au hasard, on pourrait par exemple interdire l'alpinisme. Mais les risques qu'on attribue à nos actions sont toujours surévalués par rapport aux risques que nous associons à notre inaction. Je veux dire par là que si je reprends le cas de l'alpinisme, on peut tout à fait interdire l'alpinisme, il y aura 0 mort en montagne. Mais quels sont les effets secondaires qui apparaîtraient du fait qu'on ne fait plus d'alpinisme ? Est-ce que l'alpinisme, on ne peut pas considérer que c'est une fréquentation des risques qui permet de mieux les maîtriser ? Autrement dit, est-ce qu'en affrontant les risques, on ne prend pas moins de risques qu'en les évitant ? C'est une question que je pose. Mais ce qui m'a fait découvrir ce principe inverse d'évaluation des risques, c'est ce qui s'est passé en 1976, les plus anciens s'en souviennent. En 1976, en France, il y a eu 16 000 morts sur les routes de France. Voilà. Et c'était tout à fait accepté, puisque la circulation automobile et en moto, le casque en moto n'était pas obligatoire. La circulation en moto et en voiture, moi j'ai perdu beaucoup de copains, j'étais en terminale, qui sont tués en moto.
eh bien, on considérait que c'est le prix normal à payer pour avoir la liberté de circuler à n'importe quelle vitesse. Et un député est intervenu, encore un député, est intervenu à la Chambre en disant un discours mémorable: Mesdames et messieurs, nous sommes en train de laisser assassiner la jeunesse de France. Après qu'il ait vu que l'âge moyen des personnes qui mouraient sur les routes, c'était plutôt un âge très jeune. Et à ce moment-là, on a pris des mesures, on a décidé de certaines mesures comme la ceinture de sécurité, les ronds-points, les limitations de vitesse, pour justement réduire ce risque. C'était plus une fatalité, c'était un risque, donc quelque chose qu'on pouvait espérer réduire. Et je me souviens d'ailleurs que ces décisions avaient provoqué des manifestations de gens contre la ceinture de sécurité obligatoire, etc. Autrement dit, vous voyez bien que quand vous prenez une décision, il y a toujours une part d'incertitude qui vient du fait que vous ne savez pas l'effet que va produire votre décision, ni l'accueil qu'elle va recevoir. Et donc, vous devez avoir une forme de courage. Évidemment, plus vous savez de choses, sans doute, mieux c'est. Mais vous pouvez toujours procrastiner en imaginant qu'il vous manque encore quelque chose qui, si vous l'aviez, vous permettrait de décider en connaissance de cause. Or, décider, par définition, c'est décider en méconnaissance de cause. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose que vous ignorez.